Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si Bonjour. Juste pour présenter Denis Christophe, qui est directeur de l'ingénierie d'un dispositif de formation au CNFPT. CNFPT, c'est le Centre national de la fonction publique et territoriale en France. Donc, il est l'auteur de nombreux ouvrages. Peut-être que vous avez lu des ouvrages de lui, notamment concernant la pédagogie, se former, apprendre à l'ère numérique en 2014, développer une université d'entreprise en 2013, management et innovation, 60 nouveaux exercices pour apprendre ensemble, 50 conseils pour développer l'envie d'apprendre. La liste est longue. Vous verrez, je pense qu'on le mettra dans notre Storyfy. Donc, Denis, je t'ai proposé une intervention dans ce challenge, dans ce groupe de travail. Nous sommes ici à Bruxelles. Sois la bienvenue. Et je vais te laisser avec Stéphane pour qu'il t'explique un peu le principe. Bon, ben, le principe est simple. Je vais bienvenue déjà. Bienvenue. Merci. Je vais vous poser quelques petites questions. Alors déjà, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu le dispositif que vous avez lancé il y a très peu de temps, Cercle Apprendre Ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Oui, tout à fait. Alors tout d'abord, merci de m'accueillir dans votre réunion. L'idée, c'est que je travaille dans un organisme de formation pour développer des pratiques collaboratives notamment. Et je suis allé en exploration au Canada au mois de février-mars pour rencontrer des communautés d'apprentissage en ligne ou physique. J'ai pu rencontrer là-bas une cinquantaine de personnes qui travaillaient sur du co-développement professionnel, rencontrer des espaces de coworking, visiter des personnes qui faisaient des logiques type Art of Hosting, dont j'ai entendu 2-3 mots, vous évoquiez cela tout à l'heure. Donc, beaucoup de personnes, et j'ai reçu beaucoup de chaleur des personnes qui m'accueillaient. Et du coup, j'ai rédigé un ouvrage qui paraîtra au mois de janvier-février, mais surtout, j'ai eu envie de partager ce que j'avais reçu, qu'on ne peut pas mettre dans un livre, c'est-à-dire toute cette qualité relationnelle que j'ai pu rencontrer. Donc, je ne suis pas informaticien, mais j'ai bricolé un site cet été. Et l'idée, c'était de construire une dynamique qui partage et qui crée véritablement de la relation, de la coopération, de l'envie d'apprendre ensemble. Donc, je suis parti sur un site qui s'appelle Weebly, hein, c'est avec ça que j'ai développé, que j'ai combiné avec LinkedIn. Et l'idée, c'est de créer 3 espaces, en fait. Un espace qui est le réseau au sens large, dans lequel on peut se contacter les uns les autres un petit peu de façon assez large. Un espace communautaire qui est un espace où on peut essayer de faire se rencontrer des intentions. Et puis un espace de groupe de pairs en proximité physique. Parce que ça me semble important à l'heure du numérique de ne pas oublier qu'on peut se voir, on peut se toucher, on peut boire un café ensemble, se saluer. La dimension émotionnelle est possible en ligne, mais c'est quand même plus agréable en grande proximité. Donc l'idée, c'était de dire, voilà, on va essayer de bâtir un dispositif où on combine des réunions physiques. Donc c'est au cœur de l'affaire, hein, c'est l'idée de se voir physiquement. Ce n'est pas un MOOC, moi je ne me définirais pas comme ayant fabriqué un MOOC, hein, mais plutôt un dispositif qui vise à apprendre ensemble. Donc qui se centre sur des apprentissages collaboratifs, sur toutes les approches qui nous permettent de mieux apprendre ensemble. Faire ce que j'ai entendu au Québec, knowledge building, c'est-à-dire de concevoir une connaissance collectivement. Pour moi, l'enjeu, c'est de passer de dispositifs où on distribue du savoir à des dispositifs où on construit collectivement des connaissances. Donc cet espace physique, il est important. Il est maillé à un espace social et professionnel dans lequel des défis sont proposés aux participants. Donc, ces défis proposés aux participants sont des défis qu'on, dans le quotidien, menés dans le quotidien, qui visent justement à assouplir ses postures relationnelles, à faire grandir ses capacités d'altérité. Et puis, un troisième espace qui est l'espace en ligne, qui est un espace de rencontre, d'émulation, de partage de communication. Donc, voilà, cette idée est au croisement de développer tout ce qui est social learning, c'est-à-dire on apprend en situation
en action, hein, en situation professionnelle. On apprend en confrontation avec un groupe de pairs, donc en proximité physique. Et puis on apprend en ligne également. On peut avoir des ressources, on peut avoir des partages et on peut soutenir sa motivation en étant en lien en ligne. Voilà un petit peu l'idée. Alors, je ne sais pas si vous voulez creuser un point ou un autre. Écoutez, je voulais justement faire un parallèle avec notre initiative ici. Vous parlez d'apprentissage, mais nous sommes en plein dedans. Nous avons une initiative de créer une grille avec le titre « Quelle méthode pour quel apprentissage ?» Donc, peut-on classifier des méthodes pour des apprentissages spécifiques? Et je voulais juste vous demander déjà qu'évoque, ne fût-ce que ce titre, ne fût-ce que cette initiative pour vous. Alors, moi, je suis passionné par les méthodes d'apprentissage. Hein. Il y en a vraiment énormément, il y en a beaucoup. J'ai fait récemment une recherche sur 3 revues francophones qui s'intéressaient normalement à la formation des adultes. Et ce dont je me suis aperçu, c'est sur près de 500 articles que j'ai pu regarder. Alors, j'ai lu les titres et les résumés. Hein. Je n'ai pas lu les 500, ça aurait été beaucoup. Mais qu'il y avait un très très faible intérêt des chercheurs en sciences de l'éducation sur les méthodes d'apprentissage. Vraiment, c'est très très faible. Hein. On va s'intéresser à énormément de choses. Sur les 500, pour vous dire, ça doit être moins d'une quinzaine d'articles qui s'intéressent à ça. Donc, il y a là un vrai travail pour des praticiens à réinvestir les méthodes d'apprentissage, à essayer de les repérer, de les classer. Dans l'article que j'avais réalisé, je pourrais vous donner les éléments si ça vous intéresse. Il y a des tentatives de classement des méthodes d'apprentissage. Hein. Il y avait ces tentatives de classement de méthodes d'apprentissage qui sont soit des projets politiques. Hein. Donc, on peut avoir des méthodes d'apprentissage qui sont centrées sur l'émancipation, sur la vision sociale de l'apprentissage au sens de la construction du politique. Vous avez un autre courant qui est plutôt praxéologique, c'est-à-dire comment on s'y prend. Donc là, ça va être des formes. Ces méthodes sont classées par forme et non pas par finalité. Hein. C'est le comment qui l'emporte. Et puis, une troisième approche qui tient plus là de l'outil, de la mise en œuvre et des contextes et publics spécifiques qui s'intéressent à voir comment ça transforme des éléments d'action, comment ça développe des capacités d'une certaine façon. Donc, c'est vraiment une recherche qui est intéressante, je trouve, que ce que vous venez, parce que la pédagogie revient de façon importante. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'expert en communication qui disait « le média, c'est le message ». McLuhan disait ça. Et je pense qu'actuellement, en pédagogie, la méthode, c'est le message. Si je prends un peu ce parallèle-là, et la méthode nous enseigne beaucoup sur le comment vivre ensemble et qu'est-ce qu'on veut faire ensemble avec de la pédagogie. Pouvez-nous un peu spécifier ce que vous venez de dire? Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas complètement compris le lien entre le vivre ensemble et les méthodes d'apprentissage. Le lien entre le vivre ensemble et les méthodes d'apprentissage, pour moi, est très important. C'est-à-dire que, incidemment, quand vous utilisez des formes d'apprentissage scolaire dans des environnements pyramidaux, hiérarchisés, avec des programmes et des objectifs contrôlés, vous produisez des individus aptes à travailler dans des environnements scolaires pyramidaux avec des objectifs contrôlés. Donc, d'une certaine façon, vous induisez un profil de citoyen. Si on utilise des méthodes beaucoup plus collaboratives, beaucoup plus transversales, beaucoup plus horizontales, beaucoup plus participatives, vous fabriquez des citoyens qui sont eux-mêmes beaucoup plus capables de travailler en mode coopératif et collaboratif. Donc, vous faites émerger des citoyens d'une certaine façon plus participatifs, plus coopératifs. Donc, la méthode d'apprentissage participe au type de société, au type de démocratie dans lesquelles nous nous situons. Et dans l'initiative Apprendre ensemble, pour moi, l'idée, c'est de se dire qu'il faut absolument beaucoup plus d'approches participatives, beaucoup plus de knowledge building, comme disent les Québécois que j'ai rencontrés, de façon à ce que les individus puissent, de façon plus simple, participer au projet, travailler à leur juste niveau d'intervention et d'initiative. Et donc, c'est une culture
pédagogique à construire tout à fait différente que simplement de la transmission. J'enseigne, donc tu apprends. Alors j'entends qu'on est très comment dire, très à fond sur le coopératif, le participatif. Dans notre classification actuelle, nous avions justement considéré les méthodes coopératives comme une méthode d'apprentissage, à côté desquelles il y avait aussi le coaching, la formation classique, le travail on the job et les méthodes expérientielles. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble pertinent? Quel est votre avis là-dessus? Ben, je pense qu'il y a chacune des méthodes que vous avez indiquées, elles sont cohérentes les unes avec les autres, hein. Le coaching me semble plus centré sur la posture de celui qui guide, celui qui conduit, celui qui va adapter sa guidance à la situation. Donc, le coaching est assez fortement centré sur moi, en tant que coach, comment je m'y prends. Les approches expérientielles, elles mettent en avant les situations d'apprentissage, les contextes, les environnements, les possibilités, toutes les aspérités qu'offre la vie. Les approches. Alors, vous avez parlé aussi, je n'ai pas tout mémorisé. On the job, l'apprentissage sur le tas. On the job, c'est quelque chose qui est très important, hein. On connaît les études de Taft notamment, qui nous indiquent que 70% de ce qu'on sait, eh bien, on le sait en situation de travail par friction avec le réel. Donc, c'est tout à fait également pertinent. En tant que formateur, moi, je ne prendrai pas une pédagogie à la place d'une autre. Je pense que ce qui est important, c'est la variété qu'on va être en capacité de mettre. Et je vois notre métier d'intervenant, de coach, de consultant évoluer vers des métiers d'ensemblier, c'est-à-dire de créateur d'écosystèmes d'apprentissage dans lequel la posture du formateur, eh bien, ça peut devenir une posture de facilitateur. Les apprenants vont progressivement être amenés et invités à utiliser toutes les ressources du numérique. Donc, les formateurs vont devoir les aider à apprendre par eux-mêmes. Les situations et les expériences professionnelles vont être beaucoup plus mobilisées. Donc, cet écosystème d'apprentissage, c'est quelque chose qui va combiner une variété de méthodes pédagogiques. Il n'y a pas une seule bonne méthode, il y en a plusieurs. Donc, si moi je mets l'accent actuellement sur l'approche collaborative, c'est parce que je constate que dans beaucoup de grandes écoles de gestion, hein, ou de grandes écoles d'ingénieurs, on va sélectionner les meilleurs, on va leur dire toute leur vie scolaire, il faut que vous soyez l'individu le meilleur, qu'il faut que vous réussissiez individuellement un concours. Et une fois qu'ils sont dans l'entreprise ou dans une administration, on va leur dire maintenant, il faut coopérer. La réussite passe par la coopération avec les autres. Et donc, il y a un hiatus entre les formes traditionnelles d'enseignement qui valorisent la compétence individuelle et puis ce qui est attendu ensuite dans les organisations, qui est beaucoup plus organique, systémique, où on va demander aux individus de collaborer à plusieurs et en groupe. Tout à fait, je trouve ça très édifiant. J'avais envie maintenant de laisser un peu la parole au public. Je ne sais pas si dans le public il y a une question, une remarque spécifique pour M. Christophe. Je vous demanderai de parler très fort. Pardon, vous avez été extrêmement clair. Moi, j'ai moi-même quand même encore une question par rapport au travail, justement, cette fameuse grille. Et d'ailleurs, c'était une conversation que j'avais durant la pause. Jusqu'où pousser l'exercice? Ma crainte spontanée à moi, c'est que si nous poussons cet exercice trop loin, trop dans le détail, car il y a des centaines de cas de figure possibles, et si nous délivrons un outil très très détaillé, peut-être trop détaillé, à un responsable RH, peut-être que là, est-ce qu'on n'occulte pas justement le côté subjectif inhérent à trouver la bonne méthode pour la bonne situation? Donc jusqu'où pousser l'exercice dans le détail, selon vous? C'est une bonne question parce que souvent, les décisionnaires, les gestionnaires ont du mal avec les méthodes pédagogiques, ça ne les intéresse pas. Moi-même, je dois me mordre la langue 10 fois quand je dialogue avec mon directeur général parce que je vais trop dans les détails et ça l'agace un peu. Donc, il faut essayer de trouver le juste niveau pour intéresser, pour dire voilà pourquoi le levier et pas aller trop dans le détail. Malgré tout, les processus qui sont enclenchés par telle ou telle méthode ne sont pas les mêmes. Jusqu'où faut-il aller dans le détail? Ça peut faire peur, hein, ça peut passer pour du jargon ou du surdétail. Moi, j'ai fait une recherche, je pourrais vous l'envoyer si ça vous amuse, d'une centaine de méthodes d'apprentissage différents. Donc, il y a vraiment de tout. Et c'est difficile
d'identifier ce qui est plus intéressant que d'autres. Donc, je pense qu'il doit y avoir une adéquation forte de l'intervenant avec la méthode, avec le public, avec la situation. Et donc, c'est une question de professionnel de savoir quelle méthode utiliser, quelle méthode ne pas utiliser. Peut-être de ne pas en avoir trop, mais d'en avoir quelques-unes qu'on maîtrise bien. Hein. Moi, je travaille beaucoup actuellement avec le co-développement professionnel. Je trouve que c'est une bonne méthode. J'essaie beaucoup de travailler avec des méthodes qui visent de l'intelligence collective et qui permettent, me semble-t-il, d'avoir des ferments de transformation organisationnelle, d'appui à l'envie d'apprendre des participants. Donc, après, ça va dépendre des finalités que vous visez, puis de comment vous êtes à l'aise, vous, avec ces approches. Disons, est-ce que cette grille ou cet outil n'est-il pas au moins autant un déclencheur de questions qu'un donneur de réponses par rapport au responsable RH, qui aura toujours de toute façon une situation très 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 unique à gérer au jour le jour? Oui, il faut éviter que à une méthode corresponde une solution et que ça soit un peu mécanique. Je pense qu'il doit y avoir un jeu de questionnement. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est le questionnement qui va être établi entre l'intervenant et puis le porteur de la situation ou le représentant du système, de façon à faire naître, peut-être en émergence, des solutions qui peuvent contribuer à trouver le bon chemin à suivre. Et parfois, ce questionnement peut passer par du collectif. Et c'est à partir de là, en émergence, que du collectif doit pouvoir sortir la bonne méthode. Et dans bon nombre d'événements auxquels je participe, je réunis des équipes qui sont pas tout. L'émergence que la méthode va ressortir et va trouver son intérêt aux yeux des participants. Donc, il y a un temps, il y a une posture à avoir de l'intervenant, une forme de sécurité ontologique pour dire « je ne sais pas quel est l'outil que je vais utiliser, je vais le voir au moment où ça va sortir », dans la confrontation à des groupes de dirigeants ou des groupes de participants organisant des événements ou des formations. Je crois beaucoup de plus en plus au développement de ce que j'appellerais de la maîtrise d'usage, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas simplement un donneur d'ordre et puis une personne qui répond, mais que les participants finaux sont associés et que cette participation des usagers, des stagiaires, des